Bonjour, je suis Ghislain Pillon, producteur laitier et grande culture et président de Viapol d'expertise en service conseil agricole. Vous écoutez présentement les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais commencer en vous parlant du référencement. Ben oui, Apple, Spotify, puis même d'autres applications comme Balado Québec. Vous pouvez aller donner des notes aussi pour le podcast, fait qu'allez donner au moins un 5 étoiles. Et puis aussi, pour ceux qui veulent en écouter un peu plus ou juste pour encourager, le Patreon, patreon.com, /podcast agricole au pluriel pour 4 $ par mois. Il y a plus de podcasts qui sont exclusifs sur cette plateforme-là, comme Christian en équipe de 1. Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure avec mon agronome Alexandre Couture, où on parle un peu plus d'actualité. Et une fois de temps en temps, le Team Patreon, où on fait un zoom avec les abonnés Patreon pour se jaser un peu de n'importe quoi. Hey, aujourd'hui, je suis avec un producteur laitier de la région du Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Ça va bien? bien sûr. Good. Ghislain, c'est quelqu'un qui travaillait tu avais été président, je pense, de Groupe Pro Conseil, fait que c'est un agronome qui travaille là, qui m'a référé pour que tu puisses passer une entrevue avec moi. Fait que merci beaucoup à Mme Catherine Mercier. C'est pas celle qui travaille à la Semaine verte, ce n'est un autre. Écoute, Ghislain, moi j'aime ça faire découvrir des personnalités, faire découvrir du monde au podcast. Donc aujourd'hui, c'est à ton tour de nous parler de toi. Dans le fond, on va parler un peu de ton cheminement professionnel. Fait que tes études, si tu as travaillé ailleurs avant d'arriver sur la ferme, des affaires de même, là, puis ton évolution de la ferme, puis parce que tu t'es impliqué quand même pas mal aussi à l'extérieur de la ferme, comme là, présentement, tu es président de Viapol, tu es président de d'autres organismes, tu es vice-président aussi ailleurs. Fait que on va parler un peu de tout ça. Fait que OK. je te laisse ta parole. OK, ben moi, j'ai j'ai fait mon secondaire à Mont-Saint-Hilaire, puis c'est pas un endroit agricole, hein. C'est une municipalité urbaine, c'est pas une municipalité rurale. Donc, mon goût pour l'agriculture est un peu teinté par les préjugés des gens du monde urbain, où les producteurs agricoles, c'était plus vu comme étant un travail de second niveau. Puis j'avais des bonnes notes à l'école, puis tout le monde me disait, ben voyons, tu t'en iras pas agriculteur, t'as trop des bonnes notes, ça n'a pas de bon sens, c'est quasiment gaspiller du talent. Fait que mon, mon envie de m'en aller en agriculture a commencé à s'estomper un peu. Donc, j'avais fait mon cours en zootechnologie. Je voulais rester dans le domaine agricole, mais je n'étais pas certain de vouloir reprendre la ferme. Puis, donc, j'avais fait mon cours en zootechnologie à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle production animale à l'ITA Saint-Hyacinthe. Voilà, le TPA, C'est là. là que j'ai des. C'est ça. Technique de Fait production que, animale. Ouais. oui. Nous C'est autres, là que j'ai développé mon goût là, pour l'agriculture. Je voyais tous les défis, puis les défis m'intéressent beaucoup. J'avais fait ensuite un stage, à l'époque, ça s'appelait le Centre agricole coop de l'Estrie. C'était en plein centre-ville de Sherbrooke à l'époque. Puis, j'ai adoré ça. Donc, j'aimais le côté social, mais en même temps, j'aimais le travail sur la ferme. Tu vois, dans le fond,
ce que j'aurais souhaité faire, c'est de travailler dans l'industrie peut-être un 5-6 ans, prendre de l'expérience pour revenir sur la ferme. Par contre, mon père ne m'aurait pas attendu. Donc, j'ai décidé de revenir sur la ferme plus tôt. Mais j'avais quand même un goût là, pour le côté social. C'est là que j'ai décidé de m'impliquer dans différentes organisations là, pour retrouver un petit peu mon besoin là, du côté social. Puis là, on parle de quelles années à peu près que tu avais fait ton étude à l'ITA? Moi, j'ai terminé mon deck à l'ITA en 88. OK. C'est ça, parce que moi, j'ai rentré là en 95. Et puis, le TPA, nous autres, on appelait ça trop pauvre pour être agriculteur. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça, là. Au cours des années, j'ai commencé par m'impliquer dans la relève agricole. Oui. Donc, au niveau local, au niveau régional, j'avais été président au niveau local, ensuite président au niveau régional. Puis ensuite, ben, quand j'ai commencé à fonder une famille, j'ai eu mes enfants, ben là, j'ai pris un break un peu de mes implications pendant 8 ans. Par contre, pendant ces 8 années-là, j'avais comme plus de feeling des investissements qui étaient bons à faire, c'est quoi qui s'en vient. Le fait de ne plus être impliqué du tout, j'avais de la misère à voir ce qui s'en venait, puis y a-tu de l'avenir pour l'agriculture, y a-tu des dangers? Donc, j'ai recommencé à m'impliquer un peu. J'ai commencé au niveau d'un club conseil en agro-environnement. OK. À l'époque, c'était le Club Solar qui avait son siège social à Marieville. Puis en même temps, je m'étais impliqué au CLD Vallée du Richelieu, qui est comme représentant du monde des affaires. J'ai resté au CLD pendant peut-être 10 ans. Là. Puis au niveau du club conseil, ben, pour ceux qui ne connaissent pas les clubs conseils en agro-environnement, ben, c'est les producteurs qui s'organisent ensemble pour s'embaucher des agronomes pour les conseiller, pour les faire avancer dans une démarche plus environnementale, puis faire des essais, mesurer les essais, parce que le but, c'est de ne pas diminuer les rendements non plus, parce qu'on a quand même, des exigences économiques. Donc, par contre, on se rendait compte que c'était assez difficile quand il partait un agronome d'être capable de le remplacer puis voir à sa formation en même temps quand il y a un bureau avec juste 1 ou 2 agronomes dans le bureau. Donc, on a commencé des démarches avec d'autres clubs en conseil en agro-environnement dans notre région pour voir si on pouvait fusionner, de faire des plus grosses équipes. Comme ça, quand il y avait des départs, ben, c'était plus facile là, d'organiser la formation de ceux qui remplaçaient. Là. C'est ça, parce que si tu as 2 agronomes, il y en a un qui s'en va, 50% de l'ouvrage 5% de l'ouvrage que l'autre faisait, mais il est réparti sur une personne. Là. C'est ça. Fait que quand tu as un départ, c'est comme tu dis, c'est 50% de départ. Oui, c'est ça. Fait que dans notre historique, ce qu'on voyait, c'est quand il y en a un qui partait, il en partait 2. C'est parce que l'autre qui restait, il disait c'est pas vrai que je vais me retrouver avec l'ouvrage de 2 sur les épaules. Maintenant, on a dit, ben, le présent n'est pas vivable, fait qu'on peut-tu organiser le futur? Vu de même. Fait qu'au cours des années, on a fusionné avec un autre club conseil en agro-environnement. On avait formé Conseil Sol. Puis là, on avait un groupe avec 7 personnes à l'emploi. C'était un petit peu plus facile. Puis ensuite, on a voulu s'organiser. Ben, là, on voulait avoir une direction générale, mais une direction générale avec 7 employés, ben, c'était une direction générale temporaire, mais là, la difficulté de trouver du personnel, ça commençait tranquillement. Fait que là, il fallait qu'on ait un poste à afficher qui était plus intéressant d'un travail à temps plein. Fait qu'on a regardé avec d'autres groupes qui avaient de l'intérêt pour s'organiser. Puis on avait décidé de faire un peu différent. Plutôt que de fusionner avec d'autres clubs conseils en agro-environnement, on avait fusionné avec 2 groupes qui faisaient du service conseil en gestion technico-économique. OK. Qui était à l'époque le groupe Progestion, puis syndicat de gestion Iberville-Missisquoi.
Fait que là, on a décidé de se mettre ensemble, s'embaucher une direction générale qui voyait au développement des 2 départements. Puis il y avait aussi le groupe Progestion, auparavant, avait fusionné avec un CREA, un centre régional d'établissement en agriculture, pour donner des services conseils et de l'accompagnement aux producteurs là, en transfert de ferme. Donc, on se trouvait avec un groupe plus complet avec multiservices, ce qui avait donné Groupe Pro Conseil. OK. Donc, pendant 10 ans, j'ai été président de ce groupe-là. On a fait beaucoup de développement, puis on est rendu aussi avec un service en intervention psychologique pour les producteurs agricoles. Il y a de plus en plus de producteurs agricoles qui ont besoin de soutien psychologique, beaucoup de difficultés, que ce soit financier, que ce soit au niveau des transferts de ferme. Fait on trouvait qu'il y avait un besoin grandissant là, au niveau du soutien des producteurs à ce niveau-là. Puis trouver un psychologue qui connaît l'agriculture, ben c'est très difficile. Puis là, on avait des spécialistes de l'agriculture qui étaient au sein de notre groupe. Fait que c'est une grande fierté que j'ai là, à ce niveau-là là, qu'on ait été capable, les producteurs, de se mettre ensemble puis de se donner un groupe de services aussi complet là, chez ProConcept. C'est quasiment un CLSC de l'agriculture. Ben, tu sais, les producteurs, on est bon quand on a un besoin, on n'attend pas que le gouvernement vienne nous développer des services. On se fait un OSBL, on se fait une coop, puis on se donne le service. Tu sais, je pense que c'est assez particulier à l'agriculture. Il n'y a pas beaucoup de types de professions là, qui se donnent autant de services. Là. Non, ça, puis je pense que le groupe Pro Conseil, ça couvre assez grand aussi, là. Ça couvre assez grand, un grand territoire. Oui, ben en gestion, on couvre l'ensemble de la Montérégie. En agro-environnement, ben, à Montérégie, il y a quand même une vingtaine de clubs conseils en agro-environnement. Donc, au niveau du développement, on se limite un petit peu plus parce que notre but, c'est pas non plus d'aller compétitionner le club voisin. On aime mieux les avoir comme partenaires que comme compétiteurs. Fait que notre développement, au niveau de l'ensemble de la Montérégie, on le fait plus au niveau de la gestion, mais en agro-environnement, on fait beaucoup de projets. Puis on en fait avec des partenaires qui sont des clubs conseils voisins aussi. Là. Donc, on aime mieux travailler de cette façon-là. Là. C'est meilleur pour le développement de l'agriculture et de l'ensemble des producteurs agricoles. Là, vous êtes rendu vous êtes rendu à peu près avec combien d'employés au total tout chez ProConseil? Je pense que c'est 27 ou 28. Là. On aurait des besoins pour plus, mais la difficulté de recruter de la main-d'œuvre est grandissante aussi chez nous comme partout ailleurs. Non, mais au moins, quand une personne quitte, c'est pas tout l'ouvrage qui se retrouve sur une autre personne, et c'est réparti ou quoi que ce soit. Là. C'est plus vivable. Ouais, c'est ça. C'est plus facile un peu. Là. Ça demeure difficile, mais c'est plus vivable. Ça donne le temps un peu là, de se réorganiser puis d'être capable de former quelqu'un d'autre. Là. Puis, quand vous faites des travaux en agro-environnement, c'est ça que tu disais, chez vous, sur la terre, as-tu des bandes riveraines aménagées, des haies brise-vent ou t'as-tu... Oui, ben mes conseillères travaillent fort. Ben, tu sais, les producteurs, c'est pour ça qu'on se donne des services. On a besoin de se faire expliquer les choses, puis il faut que ça prenne le temps de rentrer aussi, puis faut qu'on essaie, faut qu'on regarde, puis à un moment donné, on se décide, puis on fait quelque chose. Puis, de mon côté, je suis pas différent des autres. C'est pas parce que j'ai été président de groupe Pro Conseil que je suis plus en avant que les autres. Là. Je suis à peu près au même rythme. Fait que, OK. Tu ne montreras pas l'exemple. Tu ne montreras pas l'exemple, là. Mais il y en a qui sont capables de le faire. ben bon, j'ai des projets cette année pour aménager des haies brise-vent, des cultures de couverture, ça fait plusieurs années que j'en fais, des rotations de culture. Oh, il y a différentes techniques là, qu'on met en place, là, du semi-direct. Je pense que mes conseillers ont travaillé fort pour me faire avancer là-dedans. On essaie, puis on mesure le rendement, puis on mesure un petit peu l'efficacité, puis on refait un pas de plus. Mais je pense que c'est important d'y aller un petit pas à la fois, là, parce que des fois, quand tu essaies trop de choses, ça devient difficile aussi au niveau économique sur l'entreprise, parce que tous les essais que j'ai faits, ça c'est pas toujours
soldés par des réussites. Ça Non. arrive des fois nos essais sont soldés par des échecs. Puis là, ben, on recommence, puis on essaie des choses autrement. Puis, Ouais. Puis si quand, c'était juste des réussites, à un moment donné, on définirait un standard. Puis en agriculture, il n'y en a pas de standard. Fait que c'est essai-erreur, puis on avance, puis on fait évoluer nos techniques, puis on s'informe à d'autres qui réussissent mieux que nous autres. Puis, c'est comme ça qu'on avance. ouais, puis quand tu manques ton coup, ben ça va l'année prochaine pour te réessayer. Tu perds ton année pareil. C'est ça qui est plate, parce que c'est une saison à la fois. Là. Oui. Si tu semes puis tu manques ton coup, mais tu t'en rends compte rien qu'un mois et demi plus tard, faut que tu attendes que ça aille lever, puis pousser, puis il y a de quoi qui ne marche pas, il est trop tard. Oui. Tu ne peux pas recommencer. En production laitière, on fait la traite 2 fois par jour. Ça revient souvent. En agriculture, on va peut-être semer 50 fois dans une vie. Faut pas trop que tu te trompes souvent. Non, c'est ça. Exactement. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, c'était mes implications. Puis, dans la période où j'ai été président de groupe Pro Conseil, j'avais aussi des rencontres provinciales. Fait qu'au cours des années, je me suis impliqué tranquillement au niveau provincial, surtout au secteur de l'agro-environnement au départ. Puis ensuite, au provincial, c'est les mêmes enjeux qu'au niveau régional, les enjeux de main-d'œuvre, les producteurs agricoles, le nombre de producteurs diminue tout le temps. Fait que les enjeux de financer des organisations, c'est tout le temps difficile. Puis il y avait une organisation provinciale pour supporter les groupes en gestion, une autre pour les groupes en agro-environnement, puis un autre pour les groupes en transfert de ferme. Mais c'était tout le temps des enjeux de difficulté de trouver du financement. Fait qu'on la même réflexion qu'on a eue chez ProConseil, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas les moyens de nos ambitions, puis on ne se regrouperait pas tous ensemble pour former une organisation provinciale qui chapeauterait l'ensemble des services conseils. OK. Puis c'est là qu'on a fondé Via Pôle d'expertise en services conseils agricoles. OK, c'est venu au monde comme ça parce que moi, l'année passée, j'ai participé à la tournée des grandes cultures. J'ai été dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, il me semble que c'était des agronomes de Pro-Conseil qui étaient là. Ben, sur le vignoble, je pense que c'est des agronomes de Pro-Conseil qui ont acheté un vignoble ensemble. Et puis... Pas Pro-Conseil. Hein? Pas Pro-Conseil, c'est un autre groupe en Montérégie-Ouest. Ah, OK. Je pensais que c'était Pro-Conseil, mais en tout cas, peu importe. Mais il y avait la directrice de Viapol qui était là aussi, Catherine. Oui. Fait que là, c'est là que j'ai su que Viapol... Catherine Machado. Ouais, Machado. Puis c'est là que j'ai su que Viapol, que ça existait. Bon, j'avais déjà vu que ça commanditait la tournée des grandes cultures, mais je ne savais pas c'était à quoi. Elle me l'avait expliqué un peu cette fois-là, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, d'une certaine façon. Là. Fait que tous les clubs agro, mettons, sont chapeautés un peu en dessous via pôle d'expertise. C'est ça. Faut que nous autres, on donne du support aux groupes conseils en région, que ce soit en agro-environnement, en transfert de ferme ou en gestion. Donc, on développe des outils, des formations, à peu près tous les services là, qui sont moins dispendieux à se donner en groupe plutôt que chacun les développe individuellement. Là. OK. Fait que j'occupe la présidence depuis sa création, ça fait presque 7 ans. Là. OK, fait que là, t'étais président chez Pôle Conseil, là, t'es président chez Pôle d'expertise aussi. C'est ça. Ben, en étant président chez ProConseil, comme on avait les 3 services, j'allais aux assemblées générales des trois regroupements. Fait que c'était plus facile là, de bien connaître les 3 regroupements pour en favoriser la mise en commun puis une fusion de ces organisations-là. Mais ça t'a jamais mis en position de... Ça m'étonnerait pas mal là, de conflit d'intérêts. Il n'y a jamais eu rien de ça. Là, c'est un chapeaute l'autre, mais je veux dire... Non, je pense que c'est pas... On a chacun nos champs d'expertise. Au niveau des groupes en région, c'est le support aux producteurs. Du côté de Viapol d'expertise, on ne donne pas de support aux producteurs, c'est des supports aux groupes. Ouais, c'est ça. Fait que les rôles sont différents. C'est pour ça qu'au niveau des producteurs, on tente pas
tant que ça là, de faire connaître Viapol auprès des producteurs parce qu'on ne donne pas de service aux producteurs. C'est plus les groupes à qui on donne des services. OK. Ben, c'est ça parce que je voyais ça comme dans les commanditaires de la tournée des grandes cultures. Puis c'est ça, j'avais jamais vu passer ça à part que là, mettons, ce nom-là. Là, Good. Fait que, bon, ben c'est ça. Fait que pôle d'expertise qui est un peu pour chapeauter tous les groupes agro-environnementaux, puis aussi les groupes de conseil en gestion, puis... En gestion, puis en transfert de ferme. OK, en transfert de ferme aussi. Puis on essaie, on travaille aussi pour regrouper éventuellement les clubs d'encadrement technique. Fait qu'on est en train de développer une offre de service là, pour accompagner éventuellement des clubs d'encadrement technique qui n'ont pas d'organisation provinciale. C'est quoi un club d'encadrement technique? C'est quoi? Ouais, ben c'est pour faire des suivis agronomiques là, chez des producteurs un peu avec des spécialités, exemple dans la pomme, dans le maraîcher. Dans le maraîcher, il y en a beaucoup, faire du dépistage, essayer d'accompagner les producteurs là, dans différentes pratiques, faire avancer la recherche. Fait que, il y en a quand même plusieurs dans des productions plus spécifiques au Québec. Puis ces groupes-là n'ont pas d'organisation provinciale. Fait qu'on est en train de regarder avec eux là, s'il y aurait pas des services qu'ils souhaiteraient qu'on essaie de développer pour eux. Fait que là, vous allez être vraiment dans plusieurs sortes de production. C'est pas rien que des grandes cultures ou animales. Là, on tombe dans le maraîcher, oui. Puis... oui. C'est un autre game, là, parce que dans le maraîcher, tu as quand même plusieurs cultures là-dedans, plusieurs expériences. C'est pas comme du maïs puis du soya, là, où que tout le monde fait ça, mais... Par contre, toute l'expertise, c'est pour ça qu'on s'appelle un pôle d'expertise. L'expertise, c'est pas nous autres qui l'a, c'est les agronomes dans le champ. Oui. Donc, nous autres, notre rôle, c'est de développer des offres de services. S'il faut organiser des formations, on va trouver c'est qui le formateur, qui est le meilleur là, pour donner le type de formation à ces conseillers-là pour faire avancer leur savoir. Essayer de transférer la recherche, avoir des contacts avec les chercheurs pour voir de quelle façon qu'on peut faire le transfert de connaissances auprès des agronomes dans le champ. Fait que, nous autres, notre rôle est plus à ce niveau-là. Fait que, on n'a pas besoin d'avoir chez Viapol une expertise dans chacune des productions. L'expertise, elle existe déjà dans le champ. On n'essaie pas de refaire la roue, on essaie juste de voir de quelle façon on peut accompagner davantage ces groupes-là là, pour qu'ils se sentent soutenus puis être capables de se référer à quelque part quand ils ont des besoins. Oui. C'est pour ça qu'on ne se définit pas comme étant un centre d'expertise, mais comme étant un pôle d'expertise. OK. Pour regrouper le monde, à savoir comment diriger le monde. Puis, non, mais c'est correct. Ça en prend des organismes de même, là. C'est ça. Puis on se rend compte que c'est un besoin. Puis, quand chacun chez nous, on essaie de développer quelque chose, ben, on a l'impression que l'argent des producteurs n'est pas bien investi. Il faut essayer de se mettre ensemble pour le développer une fois pour l'ensemble des producteurs. On est de moins en moins de producteurs. Fait que, il faut essayer de gagner en efficience et en efficacité. Oui, c'est ça. Mais l'ancrage reste pas mal la même, par exemple, à gérer. Même s'il y a moins de producteurs. Ça prend autant d'agronomes, même s'il y a moins d'agriculteurs, parce que, regarde, il y a encore autant de champs à marcher. Là. Ça n'a pas diminué de ce côté-là. Ben, il y a de moins en moins de producteurs. Par contre, les producteurs ont des besoins de plus en plus grands. Les attentes de la société sont plus grandes. Il faut qu'on soit capable d'y répondre. Puis on n'a pas toutes les connaissances, fait qu'il faut qu'on soit de plus en plus accompagné, puis avoir... moi, je vous l'ai dit, les producteurs agricoles, il faut qu'on soit bon dans tout. Ça nous empêche d'être excellent dans un domaine. Par contre, si on veut viser l'excellence dans chacun des domaines où ce qu'on travaille, ben, il faut qu'on soit accompagné de spécialistes qui, eux, sont excellents dans chacun des domaines. Oui, c'est ça. C'est avec nos conseillers qu'on est capable d'avancer puis d'aller plus loin. C'est ça. Parce que là, nous autres, il faut qu'on parle avec... un gestionnaire, un banquier, des agronomes, des mécaniciens parce qu'on a des machines, puis après ça, dans ton cas aussi, le monde pour l'alimentation des animaux. Fait, on a encore autant de tabarouettes du monde, puis nous autres, on gère tout ça, là, on peut arriver comme un qu'on échappe un peu, là. Oui, puis les marges bénéficiaires diminuent tout le temps, fait qu'on n'a pas les moyens d'en échapper. Fait qu'il faut s'assurer, notre rôle de producteur et de gestionnaire, c'est de s'assurer d'être bien entouré avec une équipe solide.
Exact, exact. Là, je pense que c'est aussi vice-président d'une coop de manière que tu parlais tantôt. Oui, oui. Ben, moi, j'ai tout le temps été passionné par le. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est le développement des affaires et le développement organisationnel. Oui. OK. Fait que tout ce qui peut offrir ça, ça me passionne, puis je vais m'impliquer là-dedans. Tu sais, il y a plusieurs organisations, des fois, qui m'ont sollicité, mais il n'y a pas ces deux parties-là. Tu sais, à un moment donné, je me suis impliqué dans plusieurs affaires dans le courant de ma carrière, puis il y a des endroits où je me suis ennuyé pour mourir, puis d'autres places où j'ai tripé. Puis j'ai fini par comprendre que mes deux passions, c'était ça. Développement des affaires, développement économique. Donc, au niveau de la coopérative, donc je suis deuxième vice-président d'Ajusca Coopérative. Puis ça aussi, ben, c'est une fusion de 4 coopératives ensemble qui s'est faite depuis 2 ans. Donc, à l'époque, c'était la coop Comax, la coop des Montérégiennes, coop Sainte-Hélène, puis Agrilet Coopérative. Saint-Guillaume, oui. C'est ça. Fait que là, ça s'est fusionné ensemble pour donner à Jusqu'à. Puis, je m'étais impliqué aussi dans les discussions qui ont entraîné cette fusion-là. Fait que ça aussi, c'est une fierté. Mais là, c'est aussi beaucoup de défis. Quand mettre en place une grosse fusion comme ça, ben, les attentes ne se réalisent pas dans la première année. C'est la loi des petits pas. Puis, faut faire avancer ça. Ça devient une plus grosse machine. Il faut mettre la gouvernance en place là, pour être capable d'administrer ça. Là. Fait avant que ça fusionne, tu étais pour Comax, j'imagine? Oui, j'étais sur le conseil d'administration de Comax depuis 2007. OK, ça fait un bon petit bout, là. Ça fait un bon petit bout que je trompe aussi dans le milieu des coopératives. Parce que il me semble que ma coop, dans le temps, Covilac, était dans les pourparlers pour peut-être embarquer dans le projet d'Agisca. Là. Oui, ben, il y avait 2 autres coopératives. Il y avait Covilac puis la coop Parisville. Puis ben, finalement, les discussions n'ont pas abouti. Puis ils ont plus décidé de s'en aller, ces deux-là ensemble, pour fonder Covry Coopérative. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était correct aussi. Puis ça a l'air de bien fonctionner. Là. Ben, c'est de la coop où est-ce que je fais affaire, là. C'est pas loin de chez nous. C'est à peu près même pas 5 minutes de chez nous, le siège social. OK. Non, parce que les autres, cette coop-là, ils ont été longtemps où ce que le directeur général faisait les deux places. Il faisait Parisville et Petit-Fèvre. Ça a été longtemps comme ça. Il y avait déjà des affinités ensemble. Puis quand on avait regardé pour faire une fusion à 6, il y avait déjà eu des discussions ensemble. Fait que, je pense qu'ils souhaitaient plus faire une coop à 2. Puis je pense que la décision était correcte aussi. Là. Oui. C'est vrai que là, à cette heure, Agisca et Covry sont partenaires dans le groupe CIMAC. C'est ça. C'est ça pour la machinerie agricole. Oui. Ouais, parce qu'il y a. C'est pas des ennemis, c'est des partenaires. C'est des partenaires. Ben oui, exactement. Faut qu'ils coopèrent. Faut bien qu'ils coopèrent. Crème, c'est des coopératives. C'est ça. Puis aujourd'hui, à Agisca, c'est quel territoire que ça couvre à peu près? Puis combien de membres que ça peut avoir? Des membres ordinaires, donc producteurs, je pense que c'est 2000. OK. Si je ne me trompe pas, mais j'aimerais mieux pas te dire n'importe quoi. Là. Je vais te dire, je pense. C'est quand même une coop qui est nouvelle. Là. On essaie d'avancer, mais là, essayer d'emmagasiner toutes les informations puis les retenir, c'est une autre affaire, mais il me semble que c'est 2000. On a aussi des membres consommateurs. C'est quand même assez gros, là, mais c'est une coopérative avec beaucoup de partenariats aussi. On a des partenariats avec d'autres coopératives, avec Solio Agriculture, là, qui est un peu la fédération de coopératives. Là. La coop fédérée, dans le fond. C'est ça. Anciennement, la coop fédérée. Ouais, donc, on va continuer à l'appeler longtemps la fédérée. Là, c'est mieux connu pour les producteurs sous le nom de la fédérée. Exactement.
Fait que c'est plusieurs secteurs d'activité, puis aussi beaucoup de partenariats. OK. Puis chez vous, tous les tracteurs, c'est quoi que tu as? Des Fendt, des Massey ou Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Bon, ben, c'est sûr qu'on est concessionnaire Massey Ferguson et Fendt là, dans les tracteurs. Fait que, comme administrateur, ben, c'est certain que je vais commencer par encourager ma coopérative. Donc, les marques de tracteurs que j'ai, c'est des marques de tracteurs qui ont été achetées au sein de mon réseau coopératif. OK. Fait que tu as commencé avec des Oliver, après ça, tu as upgradé avec des White, des Fiat. J'ai aussi un Fiat puis un Renault. Ah ouais? Les Renault, c'était vendu par la coop dans le temps ou peut-être Renault, pas? Une sorte, le Renault 651, ça avait été vendu par la coopérative à l'époque. Fait que j'ai encore un de ses vestiges. Tabarouette, OK. J'ai l'histoire dans ma cour. Ben oui. Puis ta ferme, t'as combien d'acres de terre en tout? En propriété, 125 hectares, puis j'en loue un autre 110. OK. Parce que t'es-tu tout seul sur la ferme? Je suis avec mon père. OK. On est en train de regarder là, pour finaliser là, l'achat des parts à mon père là, cette année, parce qu'il est quand même rendu à 81 ans. Il est passionné, là, mais il commence à il commence à vouloir diminuer un petit peu ses responsabilités. Ben, à 81, j'espère. Ben, il est encore passionné, puis il vient tout le temps à la ferme. Il aime bien travailler ses machineries, puis OK. le déneigement l'hiver, ça, je suis bien content qu'il aime ça. Puis quand tu disais dans les sortes de tracteurs, toutes ces réponses, ça veut dire que tu as un Fendt? 2. T'en as 2? C'est-tu lui qui déneige avec le Fendt? T'as pas eu trop de misère à apprendre comment ça marche? L'année passée, j'avais un Massey avec un loader. Il y avait une lame en avant puis un souffleur en arrière. Puis je l'ai changé mon Massey pour un Fendt cette année. Donc, je pense qu'il va y avoir hâte cet hiver qu'il tombe un peu de neige pour déneiger avec le nouveau Fendt. Parce qu'on s'entend, à 81 ans, il a connu les tracteurs avec des roues collées en avant. Ouais. Là, il est rendu avec le full techno avec le Fendt. Là, là il est rendu à 81 ans, fait que j'essaie de l'équiper pour qu'il y ait du confort. Ben oui. Comme ça, je vais le garder plus longtemps. Puis, vous avez combien de vaches à peu près en lactation? En lactation, je me situe autour de 75-80 vaches en lactation pour 106 kilos au jour. Puis moi, j'ai arrêté l'élevage, ça fait une dizaine d'années. OK. Parce que j'ai cessé l'élevage parce que je voyais que chez nous, je n'étais pas persuadé d'avoir de la relève. Puis je voulais pas investir dans des bâtiments parce que des bâtiments, on amortit ça sur 20 ans. Puis je suis rendu à 55 ans. Hein, que je pense pas en faire encore pendant 20 ans. Donc je voulais continuer de prendre l'expansion dans ma production au cas où, 10 ans plus tard, un de mes jeunes disent il me semble que j'aimerais ça. Puis je voulais pas avoir une taille là, qu'on n'est plus capable de faire de rattrapage. Donc, puis, j'ai pris le bâtiment d'élevage, on l'a rénové, mettre des vaches, puis on a tout rempli ça de vaches. Comme ça, je dis, s'il y en a un qui est intéressé, ben là, ça justifiera de rebâtir une étape, puis on aura la masse critique pour être capable d'aller, mettons, avec 2 robots ou une salle de traite. Ouais, tant qu'à rebâtir, là, mais... Ça serait le choix de mes jeunes et non le mien. Ouais, non, c'est ça. Mais là, tes enfants ont quel âge, là? Ma plus vieille, elle a 28, puis mon plus jeune a 19. OK. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il me fasse une déclaration un jour d'intérêt, mais on ne sait jamais. Puis, pour moi, l'important, c'est pas qu'ils reprennent la ferme, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont le goût de faire. Oui. Parce que moi, j'ai fait ce qui m'a passionné pendant toute ma vie, puis j'ai trouvé que ça a passé vite. Mais quand tu fais ce que tu n'aimes pas, ça peut être long. Donc, moi, je les encourage à faire ce qu'ils ont le goût de faire. Comment qu'il y en a du monde qui compte les dodos pour arriver à leur retraite? Ça, c'est triste. Ah, c'est bol, mais hein?
Moi, j'ai été jouer au bingo une fois pour encourager mes jeunes pour ramasser des fonds à l'école. Puis je me suis dit, j'ai donc pas hâte à ma retraite. Je comprends ça. Moi non plus, j'aurais pas hâte à ma retraite à manger de même, là. C'est bon. On m'a expliqué qu'il y avait d'autres choses que le bingo, ça m'a rassuré. Ben non, projet de retraite. Achète-toi un vignoble. Ça a l'air que c'est bien ben tranquille pour un projet de retraite. Je suis pas sûr. Ou une cabane à sucre. Ou une cabane à sucre. Hein? ça puis des vaches laitières, ça ressemble. Hein? Fait que je suis pas certain que c'est un beau projet de retraite. Effectivement. Projet de retraite. Acheter des vaches. Non, parce que, tu sais, on le dit souvent dans les podcasts, mais la production laitière, je pense que c'est pas mal l'une des plus prenantes. Tu sais, c'est 7 jours sur 7, le matin, le soir. C'est parce que c'est physique aussi. Tu sais, c'est physique, pas juste quand on fait le train, tu sais, c'est physique aussi pour la récolte des fourrages, tu sais, faire le foin, les ensilages, monter dans les silos. Tu sais, fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai commencé à mettre le décompte il y a 3 ans, qui était à 10. Fait que là, je suis rendu à 7. Fait que comme les jeunes sont au courant, les vaches, il en reste encore pour 7 ans. Ouais, ben là, t'as 55 à 62. Je pense que t'aurais un bon bout de fête, là. Ben, c'est ce que je dis. Moi, à 62, je voudrais bien être un bon deuxième, mais pas être un premier. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à lâcher du laisse un peu. C'est sûr que là, ça t'as 125 hectares, ça fait, ouais, au total, faire de la grande culture sur cette grandeur-là, 125 et 110, c'est quand même pas si pire, c'est viable, là. Mais ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand je vais quitter la production laitière, je veux continuer quand même dans la grande culture parce que je suis encore un passionné de l'agriculture. Ben oui. Je veux pas me retrouver à aller jouer au bingo. Là. Je veux continuer à m'impliquer puis à redévelopper encore des techniques, puis à m'améliorer, puis tu sais, à avoir des buts. Ça va te prendre. Ça va te prendre d'autres présidences. Ça va te prendre d'autres présidences là, pour t'occuper, pour être sûr de ne pas aller jouer au bingo. J'ai tout le temps peur de m'ennuyer. Au pire, il reste la politique. Ah, il reste la politique. Ça non plus, ça doit pas être tout le temps facile, ça. Là t'en manges de la misère, d'après moi, dans la politique. Ah, c'est ça. Je suis pas sûr que à ce niveau-là, au niveau de ma municipalité, je suis impliqué sur le comité environnement. OK. M'impliquer sur des comités à ce niveau-là, j'aime bien ça, mais pas pour l'instant, je ne me verrais pas me présenter comme conseiller municipal ou. Ah, attends un petit peu, je pense à ça. Sur le comité environnement à Ville-Saint-Hilaire, j'imagine que il y a une personne qui est passée à mon podcast. On a fait un live ensemble sur les MRF. D'après moi, elle doit être sur le comité, justement, d'environnement à Mont-Saint-Hilaire. France Pellerin. Ah. France Pellerin? Oui. Ça? Oui, je pense à ça. Ça me dit rien. OK. Mais j'ai de la difficulté avec les noms aussi, tu sais. OK. Ah, ben ça se peut. Je pensais qu'elle était sur un comité quelconque là, en environnement, là, mais elle a une entreprise, dans le fond, pour les MRF. Pour placer des MRF sur les terres agricoles, des affaires de même. OK. Elle ne travaille pas chez Viridis? Non, elle ne travaille pas chez Viridis, elle est à son compte. OK, à son compte. Elle est à son compte. Elle habite à Mont-Saint-Hilaire, fait que c'est pour ça. OK, parce qu'il y a Viridis Environnement là, qui valorise là, les MRF. Ils sont pas à Saint-Hilaire. Qui ont le siège social à Mont-Saint-Hilaire. C'est ça, oui, c'est vrai. Mais Viridis sont à Mont-Saint-Hilaire aussi. Ben oui, c'est vrai.
Oui, oui, oui. Puis Qui appartient Mont-Saint-Hilaire, aussi en partenariat à plusieurs coopératives. oui, c'est vrai, la coop est là-dedans. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Puis Mont-Saint-Hilaire, est-ce que tu vas te promener un peu sur le Mont-Saint-Hilaire de temps en temps, sur la montagne, où Oui, est-ce qu'il y ça a des arrive. chantiers? Ça arrive, oui. Moi, j'y avais été une fois, puis c'est la première fois que j'allais là-dessus. Fait que je prends la carte. Moi, j'étais avec ma blonde, je dis, hey, regarde, on va faire le pire en premier, on va faire la plus longue trail. Ça s'appelle le Rocky. Oui, oui, c'est Est-ce long. On a pris la pire en partant, tu sais. On est arrivé en C'était l'air, on bon était pour toutes les brûlés. autres. Et on n'a pas fait d'autres. On l'a redescendu après ça. C'était fini. Une fois que tu as fait celle-là, les autres sont toutes plus faciles. T'es bon pour tout faire les autres. Ouais, mais on était brûlants en tabarouette, là, tu sais. L'idée d'aller monter une montagne quand il te fait 30 degrés. Si bon, t'as pas la meilleure idée qu'on avait eue cette journée-là. Ouais, mais t'es à l'ombre. T'es à l'ombre. Ouais, il me fait chaud pareil. Il fait chaud monter, tu grimpes dans la montagne, là, puis il fait chaud en tabarouette. Quand t'arrives en haut, t'es moins à l'ombre. Oui. Puis à un moment donné, je m'étais dit, tiens, on va y retourner avec les enfants, mais un peu plus tard dans l'automne. J'étais pas tout seul qui avait eu cette idée-là. Il y avait du trafic en tabarouette. Oh boy! C'est un Pas le beau seul à y coin. avoir pensé. C'est un beau coin parce que autour de la montagne, t'as les vignobles qui sont proches, t'as un beau Ouais. paysage, puis quand t'arrives, maintenant, tu prends la sortie de... C'est-tu chez Richie Bros ou l'autre d'avant? Non, je pense que c'est la sortie de chez Richie Bros, là. L'encan Ouais. Richie Bros. Puis à un moment donné, tu fais comme le tour de la montagne, puis tu passes en avant du village du gros village de camping, là, Camping Le Rouville. OK, oui. Ah, OK, ça. C'est la sortie avant. C'est la sortie avant, OK. Hey, c'est Ouais. gros en tabarouette, ça, ce camping-là. Je sais que ça a déjà été le plus gros en Amérique du Nord, mais je ne suis pas certain si ça l'est encore. OK. Là, tu regardes les Camping images sur Rouville. Google, là. Parce que quand tu suis ce chemin-là, puis à un moment donné, tu arrives à la montagne, là, justement, pour prendre aller te parquer puis prendre les sentiers, Oui. là. Je pense que c'est 2000 terrains, quelque chose comme ça. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ouais, il y a pas mal. Ouais, c'est assez gros. C'est assez... Comme une ville dans le village, là. C'est ça. Good. Puis, toi, comment tu vois l'avenir de ta ferme? Il te reste encore 7 ans. À part de ça, as-tu, vu que tu as été président de Pro Conseil, bon, t'as des bandes riveraines, t'en avais-tu ou t'en avais pas? Ben, des bandes riveraines, c'est sûr qu'on respecte toutes les bandes riveraines, mais il y a déjà des normes environnementales à respecter là, concernant la distance des bandes riveraines. Ouais, ouais. On essaie de les faire un peu plus larges que seulement la partie normative, là. Puis on veut en aménager aussi cette année des bandes fleuries là, pour favoriser le développement là, des pollinisateurs, là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça qui manque, tu sais, des fleurs. Que tu sois conventionnel ou biologique, tu t'arranges pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, avoir des bandes fleuries, parce que Paul Caplette, qui en fait quand même, on en fait pas mal, des bandes fleuries. Puis ça fait quelque chose de beau, aussi un peu en même temps. Comme moi, dans mes bandes riveraines, j'ai semé quand même pas mal de trèfles. Puis le trèfle, ben, OK. je le laisse fleurir, puis je vais le tondre quand les fleurs sont fanées. Après ça, OK. ça repousse, puis il retombe en fleurs, tu sais, pour essayer d'aider les pollinisateurs, même les arbustes. J'étais avec un entomologiste du sérum une fois, puis on avait... Il n'était pas venu pour ça, mais on avait regardé ça, vu que c'est son domaine, là, les bébites. Tout le nombre d'insectes qu'il y avait dans la floraison des arbustes, c'était hallucinant. Hallucinant. Mais tu sais, si tu n'as pas ça, ben, tu sais, on en manque un peu sa biodiversité, mais qu'est-ce que tu veux? On ne savait pas avant. On le sait Ben, c'est ça. aujourd'hui, mais on est en train de Ouais, corriger le tir tranquillement, pas vite. ouais. Ben, on voit un petit peu l'effet là, quand il manque d'arbres, quand il manque
quand il manque de fleurs, puis les pollinisateurs, tu sais, la diminution du nombre de pollinisateurs. Puis c'est sûr que pour nous autres, en agriculture, c'est un effet direct. On vit de ça, de la pollinisation. Fait que je pense qu'on a tout avantage d'essayer de favoriser justement la biodiversité pour nous aider dans le futur, là, si on veut continuer d'avoir du développement au niveau de nos rendements aussi, là. Ben oui, c'est ça. On perd un petit bout de terrain, mais écoute, c'est pour le bien de tout le monde. Là, avec c'est le programme d'agriculture durable, bon, ben là, on a une certaine forme de compensation, parce que souvent, quand on établit la bande riveraine, on a une subvention quand on la fait, mais on n'est pas compensé quand on la garde longtemps. Non, c'est ça. Il y a des programmes de plus en plus là, qui développent, comme ALUS, qui aident un petit peu à compenser là, pour l'utilisation d'une partie du terrain pour utilisation autre que l'agriculture, là. Mais je pense que c'est ce qui manque un petit peu là, au niveau du soutien que les producteurs peuvent avoir, là. ALUS, je pense que c'est un programme qui est pan-canadien. Ça se peut-tu? Oui, oui. Parce qu'ils ne sont pas partout au Québec. Je pense que vous l'avez à Montérégie. Nous autres, au centre du Québec, on ne l'a pas. Puis, non, c'était plus un peu comme projet pilote aussi, là. OK. Parce que j'avais été chez quelqu'un en Ontario, puis on s'était promené un peu. Puis justement, pas loin de chez eux, il y avait des pancartes ALUS aussi. Oui. Fait que dans le fond, ALUS, c'est quoi? Ils trouvent à compenser, c'est pas des affaires de crédit de carbone ou des patentes de même, c'est pas ça, j'imagine? C'est l'utilisation autre pour le terrain, des terrains pour utilisation autre que l'agriculture pour des biens environnementaux, OK. biens collectifs. Donc, faire des bandes riveraines, la perte de terrain que toi, quand tu élargis tes bandes riveraines, que tu vas faire des haies brise-vent, pour la perte de ce terrain-là, là. Donc, des programmes comme ALUS, ben, le but, c'est d'essayer de compenser justement pour cette perte-là de terrain pour pour le bien de la société. OK. Beaucoup plus développé en Europe. En Europe, il y a des programmes encore beaucoup plus généreux là, où différents intervenants vont donner dans un fonds justement pour compenser les producteurs là, pour l'utilisation des terrains pour des biens de société. Ça fait penser, je ne sais pas si tu as écouté sur Prime Video Klaxon Farms. C'est un animateur de télé, un journaliste automobile. Puis il s'est acheté une ferme, puis il s'est mis à la cultiver. Puis dans la première saison, à un moment donné, il parlait de ça. Il y avait un champ qui était en fleurs à la grandeur du champ. Il dit, j'ai des subventions pour semer un mélange de fleurs, puis que je fauche pas, que je touche pas à ça, pour aider les pollinisateurs. Mais il est compensé pour ça. C'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que nous autres, on n'a pas de subvention pour pouvoir faire ça. Tu sais, mettons, comme quand tu fauches ta luzerne, si tu avais une compensation, laisse-moi 10 pieds, pas faucher sur le bord du fossé, pour le laisser fleurir, pour donner une chance aux abeilles ou quoi que ce soit. Tu sais, là, on t'obligerait à le faire, mais tu n'auras pas une scène pour ça. Si tu avais un montant pour ça, tu serais peut-être plus encouragé à le faire au lieu de le faucher direct à partir du fossé, là, tu sais. Oui, ben tu sais, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on essaie d'alléguer aussi au niveau des différents ministères que les producteurs, on est prêts à avancer, mais il faut qu'on soit compensé aussi. Comme tu mentionnes. C'est ça, c'est les programmes qui ne suivent pas. On est prêts à le faire. C'est ça. Mais maintenant, on ne veut pas tout le faire à nos frais non plus parce qu'on a une business, là. Tu sais, fait que. Ben oui. On a une business, il faut qu'on fasse des. Nous autres, comme producteurs, on veut faire notre partie, comme tous les intervenants de la société. Mais c'est comme je dis, c'est comme tous les intervenants de la société. Fait que, quand on reçoit une subvention, ben, ça représente la part de la société pour nous aider à compenser des fois pour certaines pertes quand on développe des projets, qu'on a certaines pertes de terrain. Mais comme tu mentionnais, mettons, laisser une largeur où c'est pas fauché.
même si tu vas la refaucher après, tu as eu une grosse perte de qualité. Oui. Au niveau du rendement pour tes animaux, ben, on est prêt à faire notre part, mais on ne veut pas être tout seul là-dedans. Faut que tout le monde fasse sa part là-dedans. Des programmes, parce qu'à Luce, la partie qui a été développée en Europe, ben, eux autres, il y a différents paliers de gouvernement, des municipalités qui vont investir là-dedans. Il y a des organisations environnementales qui vont cotiser là-dedans pour faire un gros pot pour être capable justement de développer des projets comme ça, puis compenser le producteur, puis laisse des bandes, des parties de champ. Ça prend une compensation parce que on a les mêmes réalités économiques que tous les autres intervenants de la société avec des hausses de taux d'intérêt comme tout le monde. On a tous les mêmes défis, puis nos créanciers, ils aiment ça des merci, mais ils s'attendent aussi d'avoir des remboursements. Ouais. Ça rembourse pas grand-chose, un merci. Des fois, j'essaye de payer. J'ai déjà essayé de payer à grands coups de merci, mais ça a des limites. Ouais. Ça paye peut-être une partie des intérêts, mais le prêt reste là. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Bon, good. Hey, Justin, c'était quand même une belle ride qu'on vient de faire. Oui. Je te remercie énormément de ta participation au podcast. C'était, ma foi, assez intéressant puis comique aussi en même temps, parce que je pense que j'ai pas ri autant, je pense, dans un podcast. Tant mieux. C'était un plaisir et c'était le fun de discuter avec toi. Good. Puis je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, merci beaucoup. Salut!